Bonjour Nicolas, je suis ravi de faire ça dans le vestiaire de Nicolas Gabard parce que Husband c'est l'une de mes marques préférées à Paris et c'est vraiment toi qui m'as réconcilié avec le costume justement parce que quand je te vois, à chaque fois que je trouve que tu as une espèce de flegme, un charisme alors que tu portes des couleurs très simples, du bleu, du gris et je me dis finalement comment tu fais? Écoute, merci pour cette jolie introduction Benoît. Je crois que pour être cool en costume, il faut avoir un beau costume. Et c'est tout ce qu'on a fait avec Husbands. Il y a évidemment le choix des matières, il y a les constructions traditionnelles, mais ce qui nous a obsédés, c'est la coupe. Ouais, mais toi, tu fais pas trop austère en costume. C'est ça que j'aimerais comprendre comment tu fais. Il ne faut pas que ça se voit. C'est beaucoup de travail pour ne pas que ça se voit. C'est surtout beaucoup d'erreurs faites. Donc je continue de faire des erreurs, je continue de me tromper. Et puis j'ai toujours cette obsession du tombé, de l'équilibre du vêtement, dont je me dis qu'il est français. Que l'italien serait dans une espèce de virtuosité, d'accumulation, que l'anglais serait dans une austérité parfois un peu triste, et que le français serait lui dans l'équilibre. L'équilibre des formes, l'équilibre des revers, des espaces entre tu vois, la tête de manche, le revers, l'équilibre avec la chemise. Oui, parce qu'au niveau des couleurs, à chaque fois, je te vois, c'est du gris, du blanc et du bleu. Donc, c'est pas au niveau de la couleur que tu te distingues. Non, c'est la coupe et la façon dont... tu vois, un taille haute gris avec une veste bleu marine, si c'est bien fait, alors c'est beaucoup de travail de bien faire. C'est du travail sur la finesse d'une manche, sur le monté d'une épaule, sur la longueur d'une fente, sur le positionnement d'un bouton, sur l'ouverture, le vêtement ouvre en X, où est-ce qu'on positionne le bouton. C'est toutes ces choses qui font que, oui, effectivement, ça tombe bien et tu peux oublier le vêtement. Et ce serait aussi une des réponses que je pourrais apporter, c'est que ce que tu considères comme une espèce de décontraction, c'est le fait que je suis totalement à l'aise dans mes vêtements et que je les oublie. Et c'est ce que je voudrais que mes clients aussi ressentent, c'est à la fois sentir le vêtement, c'est-à-dire que je le sens présent, au moment même où je te parle, je sens l'emmanchure haute, je sens l'entoilage, et en même temps, je me sens totalement porté et décontracté à l'intérieur du dit vêtement. Je dirais que c'est la coupe, et que cette coupe doit permettre l'oubli. J'aimerais que tous mes clients puissent ressentir la joie et la jubilation qu'il y a à être porté par un bon vêtement. Bah écoute, tu décris exactement ce que j'ai pu ressentir quand j'ai porté un de tes costumes, à savoir ce côté on s'oublie, parce que l'entoilage fait que la veste bouge bien, qu'on n'est pas du tout contraint, mais on se sent porté aussi et on ne bouge pas pareil en costume. Oui, j'ai la faiblesse de le penser. Ou la force. Le vêtement est un monde. C'est une jubilation, c'est une transmission, c'est de la civilisation, c'est de la culture. Et on ne dira jamais assez à quel point les gens ont raison de s'intéresser aux vêtements. Je ne dis pas que c'est une obligation. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne s'y intéressent pas ne doivent pas empêcher ceux qui s'y intéressent de s'y plonger avec passion. Or, aujourd'hui, nombre de nos clients respectifs peuvent être critiqués pour cette passion, pour le prix qu'ils mettent dans leur vestiaire, sachant qu'on sait que nous, on est au plus près du produit, du juste prix, et que c'est un véritable investissement. C'est pour ça que de temps en temps, je suis en colère pour ça, pour ce changement sociétal où l'intérêt pour le vêtement est critiqué. Il ne devrait pas être critiqué. À la limite, c'est une neutralité. On devrait dire, voilà, tu t'intéresses aux vêtements, ouais. Moi je m'intéresse aux jeux vidéo ou à la nourriture. Mais il y a quelque chose dans le vêtement, et c'est aussi dire sa force, qui vient heurter. Donc il vient dire des choses. Il vient dire, je décide d'être singulier. Et c'est violent de décider d'être singulier. De dire, regardez, moi je décide de ne pas être comme tout le monde. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux gens qui sont nos clients. On peut leur reprocher. Alors, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui d'ailleurs ? Écoute, je porte les premiers vêtements Husbands conçus. Ils sont même les prototypes, ils ont 5 ans. Tant le pantalon qui porte son âge, avec des traces d'usure, que la veste sont des vêtements qui ont été construits, façonnés en 2011. D'accord. Donc c'est même avant qu'on ait la collection, c'est les premiers protos. Et tu peux me les détailler au niveau de la matière, ce que c'est exactement ? Le pantalon en fresco, John J. Hardy, nord de l'Angleterre. Le tissu est tourné sur lui-même 1000 fois. C'est un tissu qui a été inventé, cette technique de tissage a été inventée en 1907
Donc il y a beaucoup d'histoires, on a tous les acteurs, Gary Grant, Sean Connery ont porté du fresco. Tous les films des années 60 ont leur fresco. Une matière qui a un peu été laissée en déshérence du fait de ce côté très rêche, Oui, c'est sèche. Un peu crispy. Mais tu vois, 5 ans. Alors il y a quelques traces d'usure, tu vois, il faudrait faire des grands... D'ailleurs, traces d'usure qui peuvent se réparer. Et le bon vêtement se répare. D'accord. Voilà. Le bon vêtement, c'est le vêtement qui dure. Mais le fresco, c'est le vêtement, c'est la matière qui ne froisse jamais en fait. Exactement. Et puis tu vois, j'ai une veste en double fil à fil, une serge, en laine. Un tissage, c'est une laine froide, d'Ardiminis aussi, entièrement entoilée. Ouais. Alors ça, c'était dans le nord de l'Italie. Depuis, j'ai basculé, je suis dans le sud de l'Italie. Alors, pour l'anecdote, la première fois que j'ai essayé un costume entoilé, c'était chez toi. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Alors au-delà de l'entoilage, il y a aussi une emmanchure très haute, il y a tous ces cottes tailleurs qu'on reprend, une épaule qu'on qualifierait de romaine, mais que moi je qualifie de française, avec un peu de padding, mais pas trop, donc pas une épaule qui tombe sur le corps, ni pagode comme les Anglais, mais quelque chose d'assez équilibré. Et en fait, c'est ce qu'on recherche, nous, dans le vêtement, c'est vraiment un équilibre et un style français. Alors, tu as parlé du pantalon, de la veste, mais la chemise, par contre, c'est quoi ? C'est aussi une chemise Husbands, c'est une chemise qui est plus récente, et on a beaucoup de difficultés à trouver ce vieux motif, à trouver cet espacement. Toujours cette idée du détail, on a peu d'éléments pour s'exprimer, exprimons-nous dans ces détails, au-delà du col. Et puis finalement, on l'a trouvé chez Thomas Mason, il ne l'avait plus en stock, on l'a fait reproduire, et c'est un peu aujourd'hui la logique actuelle de Husbands, c'est qu'on reproduit beaucoup de tissus qui nous parlent et qui sont plus disponibles chez les tisseurs. Tu parles d'aridité de ton vestiaire, c'est une expression qui est très parlante, et moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans ton vestiaire à toi, quelles sont les pièces dont tu ne te séparais pour rien au monde. Je suis assez peu fétichiste du vêtement. Ouais. J'aime l'usure du vêtement, j'aime avoir réfléchi sur le vêtement que je voulais acquérir ou concevoir. Je vais passer beaucoup de temps. Une fois que je l'ai, je le porte. Il y a un vrai plaisir chaque matin à vouloir construire quelque chose de différent. Et Dieu sait si le plaisir est important quand on a réussi quelque chose le matin, qui ne doit pas prendre beaucoup de temps. C'est en 30 secondes qu'on s'habille le matin, mais on crée quelque chose. Et si on est porté par ce petit moment de création, on a une espèce de joie qui ne nous quitte plus de la journée. Alors, après, il y a des galères dans la journée, mais il faut créer quelque chose. Et toute ta garde-robe, du coup, c'est du bleu, du gris et du blanc. Il y a un peu de sable, mais tu restes dans ces couleurs-là, finalement. Ouais, oui, alors... Tu sais, je cite souvent cet exemple de Biden, qui était un des types les plus élégants aux États-Unis dans les années 60. Donc le dandy américain. Cette personne fonctionne avec une dizaine de costumes, dont 6 bleus. Donc, c'est dire que tu peux être extrêmement élégant avec un registre de couleurs assez limité. Alors, ensuite, on peut avoir un costume bleu et puis associer des cravates différentes. On peut aussi jouer l'accessoirisation. Tu as parlé de cravate. Toi, qu'est-ce que tu portes comme accessoire ? Peu, rien. Enfin, une montre. Alors, j'aime beaucoup les montres et puis des souliers. Et je mets des cravates, c'est tout. Et parfois une pochette, comme la tienne. Une petite pochette. Dans le système de création du vestiaire, tu as cette période où tu vas acquérir le vêtement. Et ça, tu dois consacrer du temps. C'est Scott Schumann du sartorialisme qui expliquait ça, qui disait « J'adore les Italiens parce qu'ils vont passer des heures à choisir un tissu ». Mais ça renvoie à l'art tailleur. C'est-à-dire que tous les grands intellectuels, les grands créateurs des années 20, 30, 40, 50, 60, donc des gens qui pensaient beaucoup, s'intéressaient aussi beaucoup aux vêtements. Ensuite, une fois qu'il est là, tu l'oublies. C'est ça le bon vêtement. C'est celui qui est presque une seconde peau, dans lequel on se fond. Et finalement, qui se fait oublier, tu l'oublies, et ça commence à être quelque chose d'élégant. L'élégance, ce n'est pas quelque chose qui se remarque. C'est ce que dit Cocteau. Oui. Dès lors qu'on la remarque, elle disparaît. Donc l'idée est le matin, comme ce travail de création a déjà été fait, tu mets 30 secondes pour t'habiller. Mais ces 30 secondes sont 30 secondes importantes, oui, où tu crées quelque chose. Et donc c'est là que l'accessoirisation joue. Parce que quand on a une grammaire, comme je te l'avais dit, un peu aride, presque janséniste, de costumes bleus, de gris. Oui, qui est très radical. Oui, alors des rayures, on peut avoir 5 rayures différentes, avec des espacements, des marquages différents. On est toujours sur un costume bleu. Mais globalement, quand ce registre-là est un registre de simplicité, l'accessoirisation peut apporter ce petit accident qu'on veut créer. Il y a très très peu de ceintures chez Husbands. Comment ça se fait ?
Alors, tu sais qu'on a tout de suite, nous, opté pour ce pantalon taille haute, confortable, qui doit tenir tout seul. Qui est très signature, finalement, de chez vous. Oui, alors, qui est deux choses, qui est à la fois un hommage à la généalogie de l'art tailleur. Hein. On a toujours eu des vêtements taille haute, parce qu'ils sont confortables. C'est un vêtement qui ne bouge pas. Donc, on a à la fois un confort morphologique et un effet de style. C'est exactement ce que doit être un vêtement. Donc on n'a pas besoin de ceinture, et chez les tailleurs, si un tailleur te fait bien ce boulot, il n'y a pas besoin de ceinture. La ceinture peut être un élément intéressant de style, mais ça ne doit pas être un élément qui te permette d'attacher ton vêtement. On va nous développer, parce qu'on développe une nouvelle ligne où la ceinture pourra être présente, mais ce sera une ceinture vraiment bijou, accessoire, assez fine, avec une boucle en or, qui emprunte vraiment aux années 70, l'époque où les hommes avaient des bijoux. Donc ce sera plutôt une ceinture comme sa signature, et ça emprunte beaucoup au style Renoir, Dutronc, Gainsbourg, quand Gainsbourg a juste sa petite ceinture. Et ça peut, oui, et là ça apporte quelque chose. Avant de parler un peu de ton parcours, moi j'ai une question qui est beaucoup plus personnelle et que je pense beaucoup de gens doivent se poser quand ils te voient. Comment tu t'habilles le week-end ? En costume. Toujours en costume ? Ouais. Mais est-ce que tu as un costume pour le week-end ou Oui, alors je mets le week-end mes vieux costumes. D'accord. Mais bon, tu le vois, est-ce que ça c'est vieux je mets comme ça le costume le week-end. Tu gardes une chemise et des beaux souliers ? Alors, je ne sais pas s'ils sont beaux, mais je m'habille en costume parce que comme pour moi le costume est un vrai plaisir et que j'en suis un peu obsessionnel et que je suis parti en mission pour que les gens remettent des costumes, il faut que je puisse montrer aux gens la versatilité et le grand prisme de port des vêtements habillés ou épaulés. Donc le samedi et le dimanche, quand je vais au parc avec mes enfants, je suis en costume. Donc j'en assume le ridicule. Hein. Mais par exemple, je prends l'avion l'été, en vacances, je suis en costume. Et j'avais croisé un client à Palma qui était en Bermuda. Et à qui j'avais dit, mais tu sais, il faut mettre les costumes, vas-y, n'hésite pas, tu la mets chemise ouverte, mais tu crées quelque chose. Et il me dit, mais tu mentais pas, c'est vraiment, tu mettais les costumes. Et en chaussures, même le week-end, ça reste des bottines ou des mocassins ? Oui, ou des Richelieu, ça te semble très surprenant. Le décontracté, t'en veux pas du tout, hein, la petite paire de sneakers. Si, parce que ce que j'essaie de montrer dans tout ça, c'est que le vêtement qu'on conçoit chez Husbands, qui est conçu par les tailleurs, c'est un vêtement très confortable. Donc moi, le décontracté n'est pas une valeur que j'affectionne beaucoup. Oui. Et tu peux avoir des photos qui nous ont tous fait rêver, de type en pantalon taille haute, avec la chemise ouverte jusqu'au nombril. Oui. Et là, tu te dis, ok, c'est très... Que certains Italiens ont un peu conservé. Le problème, souvent, si on doit parler d'élégance, et l'élégance est quand même un mot assez casse-gueule, mais ce serait de dire, on peut aussi être élégant le week-end. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours, parce qu'à la base, tu étais avocat, tu as été communicant, et tu as fondé Husbands. Comment on passe finalement d'une carrière d'avocat, de la robe d'avocat, à Husbands ? J'ai envie de te dire, c'est que j'aurais dû faire Husbands très tôt, mais que je viens d'une famille où on ne pense pas aux vêtements. Alors, je viens d'une petite ville de province, de Châteaubriand, d'accord. Entre Nantes, Rennes et Angers. Donc je viens de cette petite ville de province, et le vêtement est important, mais il est important pour nous tous. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous, je suis presque un vieux monsieur, et dans les années, moi je grandis fin 70, début 80, il n'y a pas d'internet, la télé est à 4 chaînes, donc l'identité, l'affirmation, l'appartenance aux amis et au groupe est hyper importante. Le rapport à la musique est très important. C'est une autre époque. Un monde sans internet, c'est par exemple découvrir un film qui passe une seule fois parce qu'il n'y a pas de magnétoscope à minuit. Par exemple, moi je me souviens, en 5e, je découvre Kurosawa, Les 7 samouraïs. Et je sais qu'il faut que je regarde ce film. Je ne sais pas pour... Enfin voilà, alors je lutte, je suis en 5e et tout. Je suis bluffé par le film. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans une ville, Kurosawa, personne ne connaît. À la bibliothèque, tu vas voir Kurosawa, il n'y a pas de livre sur Kurosawa. Tu fais quoi de cette information-là ? Rien. Donc tu luttes. Tu luttes pour obtenir quelque chose. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que c'est du cinéma japonais, que Kurosawa est un grand réalisateur. Et puis tu te construis comme ça. Et donc le type qui, dans ta ville, connaît Kurosawa,
devient immédiatement ton ami. C'est vrai. Et il n'y avait pas cette facilité d'accès. Tout a été une lutte. C'est-à-dire que les panthéons personnels, nos musées individuels, ont été des constructions et des luttes. Donc on a dû lutter pour découvrir les auteurs, pour voir les films. Oui, et aujourd'hui, tu as tout, je sais pas, tu t'es intéressé par Truffaut. Tu voulais de la musique, il fallait se déplacer chez un disquaire, tu voulais un film, il fallait et puis les prescripteurs étaient très importants. Le disquaire de ma ville était super important. Et comme le type qui animait un ciné-club, on doit leur rendre hommage à tous ces gens passionnés qui nous ont transmis dans des lieux qui étaient perdus. Ensuite, on montait à Nantes. Et là, on se rendait compte que les Nantais avaient un super look. Et quand je suis devenu Nantais et que j'ai fait mes études de droit à Nantes, je me suis rendu compte que le vrai look était parisien. C'est-à-dire qu'il y avait encore des territorialisations fortes des styles. Mais à l'époque, tu aimais déjà beaucoup le vêtement. Alors voilà, moi je faisais partie de ces gens qui cachaient leurs vêtements. C'est-à-dire que moi, mon père m'interdisait de m'acheter des vêtements. Il me donnait de l'argent de poche, mais je devais pas acheter des vêtements. Je pense aujourd'hui, il y avait cette frivolité attachée aux vêtements chez beaucoup d'hommes de cette époque, parce que on bascule dans les années 70-80 à un grand appauvrissement, vers un grand appauvrissement. C'est l'émergence du prêt-à-porter de masse entrée de gamme. Aujourd'hui, tout a changé avec les Zara, les H&M. Quelqu'un qui vit aujourd'hui à Chateaubriand peut être probablement habillé comme un Parisien. Oui. Il a Internet pour savoir, il a les Instagram, il a les Facebook, et puis il a accès avec Internet et vous devez avoir des clients aussi en province comme ça, à la même offre de produits que quelqu'un qui est parisien. Donc voilà, donc j'ai fait du droit pour faire plaisir à mes parents. Alors je ne regrette pas une minute parce que c'est une belle formation, c'est une formation intellectuelle intéressante. On apprend énormément de choses. Tu étais avocat, c'est ça ? J'ai un passé de juriste, thèse, puis un peu de plaidoirie. Et tout de suite, je bascule assez rapidement. Finalement, j'ai fait très peu de droit. J'ai fait beaucoup plus j'ai fait de longues études de droit. J'ai un peu plaidé. Mais finalement, je bascule très vite dans un nouveau projet entrepreneurial de communication. Tu n'es pas du tout resté longtemps avocat, en fait ? Pas du tout. Suffisamment pour savoir que j'y étais pas bon. Ouais. Et pour basculer sur toujours cette idée de pouvoir... tu sais, droit, c'est qualifier les faits. Et de raconter des histoires et de prouver quelque chose. En com... Quand je m'associe avec mon associé sur cette agence digitale, c'est finalement la même logique. C'est-à-dire que les champs sont différents, mais les logiques intellectuelles qui te permettent d'investir ces champs sont identiques. Tu avais une agence de com finalement ? Oui. Ouais. D'accord. Ça a duré combien de temps ça ? 6 ans. 6 ans et après Osband ? Oui, d'abord je m'ennuyais. Puis tu sais, j'ai vite compris que je n'étais pas un pur player de ces activités. Alors j'étais un pur player juriste, mais... En com, ce n'était pas mon métier. Je me suis formé moi-même à une époque où le digital était naissant. Facebook venait d'être lancé. Ah, c'était 2008 ? C'était 2004. 2004, c'était MySpace. Oui, tout le monde avait une page MySpace. Donc tout est à créer. Donc quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la communication et du branding ou de l'ADN de marque peut se former sur des stratégies. Ce que j'ai compris, donc je suis ravi d'avoir appris ça. Ce que j'ai compris, c'est que c'était pas ma passion et que pour être vraiment bon dans un domaine, il faut être passionné. Et ce que j'ai compris rapidement, c'était que le vêtement était ma passion et c'était l'endroit qui ne s'épuisait jamais. Je pouvais passer des heures à regarder des vêtements, je pouvais dépenser des fortunes à acheter des vêtements sans rien dire à personne, et ça ne s'épuisait jamais. Alors qu'à 18h, j'en avais marre du marketing et de la communication. Mais le vêtement, lui, jamais. Tu te lances dans le vêtement, sachant qu'une fois en interview, tu as dit que tu n'aimais pas la mode masculine. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Oui, alors je l'ai dit de façon peut-être un peu violente, que je n'aimais pas la mode masculine. J'ai du respect pour les gens qui œuvrent dans cette industrie. Il y a des gens intelligents, il y a des gens talentueux, et je suis aussi le premier à m'y intéresser. Je suis un peu comme Glenn O'Brien, tu sais, qui était un journaliste récemment décédé, qui a écrit pour le GQ, qui a beaucoup écrit dans le style pour hommes, et qui explique que dans les années 70, personne ne mettait des vêtements de créateur quand il était jeune, quand il a grandi, les années 60-70. Et que les gens avaient beaucoup de style, et que ce style était éminemment personnel. Et qu'aujourd'hui, le style a été remplacé par la mode. Et il conclut par dire qu'il est très important de ne pas être à la mode. Et il explique que le style, c'est ce qui te fait ressembler à personne,
Et la mode ressemblait à tout le monde. L'homme agit sur des temporalités qui sont strictement différentes et avec des principes qui sont totalement différents et qui remontent à l'histoire même du vêtement. Jusqu'au XIXe siècle, tous les vêtements sont commandités. C'est-à-dire que les femmes commandent à des couturières des choses qu'elles dessinent elles-mêmes. Hein, c'est le monde de la mondanité, de la demi-mondaine. Et l'homme, et si tu lis des modes et des hommes de Farid Chenoun, tu te rends compte qu'au XIXe, les hommes sont obsédés par le vêtement. Tous. Que le vêtement est une avant-garde, que la longueur d'un pantalon est révolutionnaire. Enfin, vraiment, le vêtement est au centre du dispositif. Et qu'il y a une césure avec Worms qui devient le premier styliste créateur pour femmes. Sauf que cette césure, tu ne l'as pas chez l'homme. C'est toujours l'homme qui commande. Et c'est toujours l'homme qui est aux manettes de son propre style. Et ce travail auquel on participe de pédagogie, d'apprentissage, pour que peu à peu, on arrive à un style personnel. Et je pense que l'homme, moi, creuse un sillon. Il creuse un sillon, une identité, qui peut être l'identité de Gauthier Borsarello quand il s'habille en vêtements vintage, qui peut être celle de Lucas, qui peut être la tienne, qui est la mienne, qui est de se dire, ben voilà, moi je suis ça, et donc je vais m'habiller comme ça. Il faut essayer de savoir qui tu es, et ensuite essayer de savoir ce qu'il te va. Moi je sais qu'il y a plein de choses qui ne me vont pas. J'adorais m'habiller comme certains blogueurs, mais je sais que ça ne m'irait pas, que ce n'est pas moi. Je te sens assez pessimiste envers le style et l'élégance aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu dis, globalement, si je résume, avant c'était mieux, enfin, ou en tout cas il y avait une meilleure place accordée à ces questions d'élégance, à ces questions, on avait le droit en tant qu'homme d'être frivole par rapport aux vêtements. Est-ce que pour toi le style est mort aujourd'hui finalement ? Dans les années 60, tu étais stigmatisé parce que tu ne jouais pas de jeu. Aujourd'hui, si tu décides de t'y intéresser, tu es stigmatisé. J'ai beaucoup de clients, moi, qui me disent « je ne vais pas pouvoir mettre ça, je vais essuyer quelques colibets au travail ». Ça m'énerve, ça m'agace au plus haut point. Moi aussi. Est-ce que je suis pessimiste ? Si on se promène dans la rue, oui, un peu. C'est-à-dire que le vêtement décontracté a gagné. Il a gagné, c'est peut-être ce pourquoi je m'interdis de mettre de jean. Finalement, j'aime bien le jean, c'est une très belle pièce. Le problème, c'est que c'est devenu hégémonique. Et que tu te promènes dans la rue, et il est partout. On prend le métro ensemble, en sortant de cette interview, et on va voir 98% des gens en jean et en vêtements décontractés. Donc, il faut être un peu fou comme nous pour se dire que les gens vont remettre des vêtements épaulés, des vêtements à pièces, de revenir à la fin des années 70, qui marque un peu le champ du signe du vêtement structuré, entoilé, avec de l'épaule, cravaté, et qui permettait, alors pour le coup, de créer du style. J'aimerais que tu me donnes 3 noms d'hommes, pas 2, pas 4, qui représentent l'élégance masculine dans les années 30-50, c'est une période que tu aimes beaucoup, dans les années 60-90 et de nos jours. Donc on commence avec les années 30-50. Alors là, la liste est infinie, mais elle est infinie parce que tout le monde s'habillait. Tu prends tous les acteurs hollywoodiens, tous. Les Cary Grant, Mais oui, tu prends... alors moi, je vais dire Gary Cooper, parce que c'est un physique. Et puis il y a cette anecdote, Gary Cooper Mastroianni, que j'aime beaucoup. Tu as Fred Astaire. Et à chaque fois, c'est des gens... je les cite, ces deux-là, parce qu'on sent que c'est des gens qui s'intéressent aux vêtements. Or, à l'époque, tu étais élégant, ou les gens étaient élégants de façon presque automatique. Mais on sent chez eux quelque chose de plus présent. Une appétence, une passion. La création d'un style. Fred Astaire, dont on voit le bas de la chemise de plus de 5 cm. Ouais, il avait les manches. Les manchures très très hautes. Les souliers, je dirais en France, Jean Gabin. Forcément. Et à chaque fois, Jean Gabin, c'est du style. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une photo où il n'y a pas quelque chose se passe entre sa cigarette, son paquet, dans tous les écrans. Alors après, c'est l'âge d'or des tailleurs français, les budgets des films. Tu vois, tu regardes et tu dis, tiens, ça c'est du Camps de Lucas, ça c'est du Cifonelli. C'est-à-dire que les costumiers, les tailleurs étaient partie prenante des projets. Gary Cooper, Gabin, Fred Astaire, et j'ai dit 3 noms, mais tu veux m'en citer un 4e, qui est-il ? Oui, alors je fais basculer Mastroianni. Mastroianni dans ces années-là. Alors je pourrais le basculer dans les années 60-70. Enfin, auprès des gens qui connaissent le vêtement, Mastroianni n'est pas cité. On dit souvent qu'il s'habille mal. Delon, par exemple, s'habille très mal. C'est des gens qui suivent l'époque.
C'est des gens qui, si l'époque décide de mettre des gros ceinturons, mettent des gros ceinturons. Alors Mastroianni n'a jamais fait ça. Je pense qu'on le sous-estime. Alors c'est un icône de style, mais dans ses films. Mais je pense que même à côté de ses films, il est absolument génial. On passe aux années 60-90, 3 noms. Alors là, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est vraiment le truc moi, qui m'a baigné. William Burroughs, c'est quelqu'un qui, sur toutes les photos, crée du style. Donc new-yorkais, il a écrit Le Festin nu, écrivain d'avant-garde, mais un look absolument incroyable, et avec un physique assez sec. Et chacune de ses photos est extraordinaire. Dans le même genre, c'est Samuel Beckett. C'est Jean Twitou d'APC dit « J'adore Samuel Beckett pour ça. Il n'y a pas une photo, il n'a pas un style incroyable. Alors, il a une gueule incroyable, mais à chaque fois... Alors lui, il y a pas, tu sais, c'est toute cette période, il n'y a pas de jean. Tombe des nus, quand je te dis je mets des costumes le week-end, mais c'était le cas de tous ces hommes. Et donc tu as des photos où à chaque fois il se passe quelque chose. Une veste en twin, une cravate noire, il remonte la chemise et quelque chose de fort apparaît. Je ne dis pas que les œuvres seraient moins fortes s'ils n'avaient pas eu ces vêtements, mais ça crée une espèce de force et de symbiose incroyable entre le style de celui qui écrit et son style de création. Je te citerai Brian Ferry, qui dès les années 70 passe du glam au tuxedo blanc, comme ça en l'espace de 2 disques. Ouais. Et c'est un type, tu sais, moi sur l'Instagram, je pose pas mal de photos et mon obsession est de dire, regardez, le costume est cool. Dire que, quoi qu'il en soit, tout ce que je mets, c'est un type est en costume, en veste, en chemise, et donner envie aux gens de reporter. Mais tu te rends compte que sur l'Instagram, tu tournes toujours autour des mêmes mecs. Alors, plus dur maintenant, élégance d'aujourd'hui, trois noms. Je pense qu'il y a Ralph Lauren, qui est notre maître à tous. C'est un type qui a tout essayé. C'est un type qui est amoureux de toutes les époques du vêtement. Donc il y a de l'année 30, mais il y a aussi de l'année 60, et il y a du jean, il y a de la western shirt, il y a tout ça. Donc Ralph Lauren, Kamoshita. Oui. Je parlerai de Jarvis Cocker. D'accord. Qui est le chanteur de Pulp. Et il a tout fait. Et puis il ose les couleurs, il ose les motifs. Il a un physique aussi particulier, il est grand, assez épaulé, peu de poitrine, donc les croisés lui vont très bien. Je citerai quand même Wes Anderson, dont on voit que le vêtement est pour lui une vraie passion. Le vêtement est très important dans tous les films qu'il fait. Il y a toujours des types avec des looks extraordinaires. Et donc ça fait partie de ces rares personnes à s'intéresser aux vêtements. On va parler maintenant de Husband parce qu'il y a ce côté anglais qui est très marqué avec des entoilages assez lourds, je trouve, par rapport à des choses qu'on voit en Italie. Beaucoup de tissus anglais, même au niveau des coupes. Donc pourquoi tu as ce côté anglais qui est si présent chez Husband et pas italien, par exemple, ou même pas français? Alors je pense que justement ce qu'on est en train de dessiner, c'est du français, mais on ne le sait pas vraiment, puisque le style français est un horizon. On peine à l'identifier, à le définir. Je pense qu'on n'est ni anglais ni italien, mais qu'on emprunte à ces deux pays. Moi, ce que j'aime, c'est le vêtement qui tombe. C'est tout. Il peut tomber en France, il peut tomber en Italie, il peut tomber en Angleterre. J'aime la structure. Et il se trouve qu'on est dans des climats aussi, on n'est pas en Italie, on peut avoir des éléments structurés avec du poids. Et il n'y a pas de mystère. Tu vois, souvent, mon modéliste, Raymond, me dit, mais tu peux avoir la plus belle coupe du monde, si ton tissu n'est pas à la hauteur, ça ne rendra rien. Et surtout, ça ne rendra rien dans la durée. Et pour toi, c'est quoi les pièces qui représentent le mieux Husband? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Vraiment, c'est les pièces iconiques d'Husband. Alors, je pense que ce serait une matière anglaise, Fox, flanelle, ou John Giardi fresco, et ce serait un croisé. C'est un croisé parce que c'est une pièce compliquée à réussir. Il y a beaucoup d'éléments piégeux dans la pièce, entre l'endroit où croise la veste, ni trop bas, le positionnement des boutons, la longueur des basques ici au moment de la fermeture, le positionnement des boutons, des poches. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte dans l'équation d'un bon croisé. C'est pour ça que les hommes en ont si peur finalement. C'est un costume qui a été galvaudé. C'est un costume qui, dans le signifiant ou dans l'inconscient collectif, et moi je peux le voir parce que les gens vont me dire ça, ou les femmes des clients vont dire ça, mais c'est le costume de mon père, ou c'est le costume du capitaine d'industrie, ou de l'industriel du Nord, ou de Jean Gabin. Tu vois, ce truc très massif, très carré. Très statutaire. Récupéré dans les années 90 ou 80-90, oversize à la Hugo Boss. Donc avec des trucs, les Übermensch qui te portent les croisés, tu les mets sur toi, tu ressembles à rien, tu as ta toute petite tête au milieu d'épaules
extravagante. Donc c'est une pièce qui a été très mal menée. Et c'est pourtant un élément qui est jubilatoire à porter, parce que c'est un jouet. Le croisé, on peut vraiment l'habiller, on peut creuser la grammaire de l'élégance, on peut le pousser très très loin, on peut mettre des Richelieu sombres, des cravates sombres, et on a un croisé, et on va très très loin dans le même registre et le même discours. Et à l'inverse, on peut complètement l'embarquer ailleurs, ce que fait Jarvis Cocker, ce que fait Gainsbourg. C'est des pièces qui sont étonnantes. C'est-à-dire qu'on reste habillé en jouant avec, en mettant une chemise en jean, en ouvrant la chemise, en mettant des mocassins de mauvais goût. Et quel conseil tu aurais, toi, pour le porter, pour bien le porter à quelqu'un qui n'en a jamais porté, justement? Il faut l'amadouer. Il faut en atténuer sa force d'élégance, son chic. Donc il faudrait plutôt le mettre comme ça, avec une chemise ouverte. Je conseillerais aux gens de le décontracter un peu. Et ensuite, une fois qu'il est bien appréhendé, mais ce n'est pas une pièce compliquée à porter. Quand elle est bien faite, elle est facile à porter. Le problème n'est pas la personne et le costume, le problème est l'entourage. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont des gens qu'on aurait vu, voilà, dont on se dit qu'ils peuvent tout se permettre dans l'entreprise qu'ils ont créée, et c'est des gens qui n'osent pas mettre le costume croisé. Parce que c'est clivant, parce que ça va appeler ou la remarque, et la remarque qui est pas forcément avantageuse. Alors que c'est une pièce qui est intéressante, encore une fois. Donc c'est pas compliqué à porter, c'est compliqué à porter en France et à Paris. Ok. Bah écoute, j'aimerais qu'avant de finir un peu cette longue interview, est-ce que tu peux nous montrer 3 pièces justement tu as vraiment envie que les gens découvrent un peu mieux ton travail? Alors je te parlerai du trench coat, qui est une pièce qu'on a mis beaucoup de temps à développer, ne serait-ce que parce que ça sort de notre savoir-faire classique, d'atelier entoilé. Alors le trench coat est entoilé, et on l'a fait en France. On l'a fait en France, et on a mis du temps, on a d'abord essayé de le faire à Londres, et puis finalement c'était compliqué, parce que l'atelier était beaucoup trop artisanal. Et là, on a trouvé le bon atelier classique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bel outil informatique, mais aussi qui a conservé le savoir-faire. Donc il a été fait dans le nord de la France. Et voilà, il est tout ce qu'on voudrait que chaque vêtement à Husband soit. C'est porteur de grand respect, de grandes valeurs d'intégrité, et en même temps beaucoup de joie et de contemporanéité dans le port. Donc c'est une pièce forte. Et on l'a sorti dans 3 couleurs, 3 coloris, un kaki, un beige mastic et puis un bleu marine. Donc ça, c'est la première pièce dont je dis aujourd'hui que c'est une nouveauté Husbands, mais qu'elle emprunte vraiment au passé. Et à l'histoire même, parce que quand j'ai lancé Husbands, il y avait l'idée du trench coat. Ouais, ça fait... Je t'ai toujours connu, tu vas toujours parler du trench. Oui. En deuxième pièce? Alors une pièce aussi récente, qui est une double rayure gainsbourgienne. C'est intéressant aussi dans la façon dont nous on a concevoir les vêtements. On adore l'histoire et tout d'un coup cette histoire, on en fait quelque chose. Et ensuite on fait un croisé, mais un croisé qui est un croisé contemporain Husbands et qui n'est pas le croisé 8 boutons qu'avait Gainsbourg. Troisième pièce? Alors tu sais qu'on a fait des boots depuis le début. Oui, dont j'ai une paire. Puisque l'idée, encore une fois, d'Husband, c'est de remettre le costume au centre du dispositif. La veste, le costume, le pantalon, en tout cas l'élément tailleur, au centre du vestiaire masculin. Pour ce faire, on a besoin d'éléments forts qui vont casser, justement, ces deux ghettos dans lesquels est le vêtement. Le vêtement de travail et le vêtement d'apparat, le vêtement piti. L'idée a été vraiment de développer des pièces un peu étrange pour remuscler, pour le costume de banquier anglais avec des Chelsea boots, un truc de communiant, pantalon gris et veste bleu marine, mais avec des mocassins de mauvais goût. Donc on a développé des mocassins de mauvais goût à Naples. Alors les mocassins de mauvais goût, c'est quoi? C'est tous ces mocassins que les hommes portaient avec des petites languettes dorées qui remontent très haut, une empeigne très courte, avec du talon. Tu sais, ce mocassin un peu Pierre Cardin. Ça sort quand ça, du coup? On espère à la rentrée. On espère en septembre dans la nouvelle boutique.
Merci beaucoup Nicolas, c'était très intéressant et effectivement, je suis très content de faire cette interview-là. Ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que tu as vraiment un regard que personne ou très peu de personnes ont, je trouve, sur le vêtement et plus particulièrement sur le vêtement costume, sur le costume, effectivement. Écoute, merci Benoît, c'était un plaisir partagé. À mon tour de vous faire des compliments pour le travail que vous faites et qui est ce travail de pédagogie dont on parlait, d'explication du vêtement et de clés données aux gens qui aujourd'hui sont un peu perdus. Donc finalement, à des prismes différents, à des endroits différents, on fait les mêmes métiers avec les mêmes valeurs. Donc je suis moi très touché parce que c'est la deuxième interview qu'on fait ensemble, tu te souviens? Oui, la première c'était il y a 5 ans. Ouais, voilà. Et aujourd'hui que Husbands, avec une nouvelle boutique qui s'ouvre, qui va bientôt s'ouvrir en novembre, attaque la deuxième étape de l'aventure, c'était assez... je suis très touché qu'on ait cette interview ensemble. J'espère qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles aventures, des développements... Il y aura toujours des choses à dire avec toi, je pense. Tu sois là pour expliquer. Très bien, Merci. merci.